Alors, les loges maçonniques mixtes anglaises, c'est quelque part très lié au mouvement féministe. Annie Besant, effectivement, à la fin du XIXe siècle, on est en pleine époque victorienne, est une suffragette. Elle s'investit énormément dans le mouvement théosophique, mais également dans les mouvements féministes. On la voit défiler, elle est aussi une syndicaliste. Elle va créer les premiers trade unions féminins, le premier syndicat des allumetières féminins en Angleterre. Donc c'est une femme engagée, une femme de combat, et c'est aussi une féministe affirmée. Alors le mouvement théosophique a été en relation avec la politique, puisqu'il y a des relations avec Garibaldi en Italie, il y a des relations avec Gandhi en Inde, il y a des relations avec Nehru en Indonésie. Et quel est le degré de ces relations? Alors le degré de l'interaction entre la politique et le mouvement théosophique, il est déjà très fort avec Annie Besant. Et la période du 19e siècle, début 20e siècle en Angleterre. C'est une militante travailliste, socialiste, féministe, comme on l'a dit. Mais elle va continuer aussi ce combat, notamment pour le féminisme et les idées politiques en Inde, puisque dès 1917, elle sera élue présidente du Congrès indien, peu de temps avant Gandhi. Alors on a aussi des interactions, notamment avec Gandhi. J'ai pu moi-même retrouver dans mes recherches le fait que Gandhi a été membre associé, ne deviendra jamais membre effectif à part entière de la société, mais membre associé, c'est-à-dire lors de ses années à Londres où il étudiait le droit, il participait régulièrement aux loges théosophiques, que la théosophie pour lui l'a ouvert, lui a fait recouvrer son indianité. Jinara Jadasa a été responsable de la Société théosophique, c'est le 4e, je crois, président. Et la Société théosophique a eu une forte action dans les mouvements d'éducation innovants comme Montessori et Steiner. Est-ce que Montessori et Steiner étaient aussi théosophes? Justement, on s'est aperçu qu'effectivement Maria Montessori, et c'est Jinara Jadasa qui redécouvre ça au niveau des archives de la Société théosophique, a été théosophe dès la fin du 19e siècle. Elle s'est retrouvée très proche, effectivement, aussi d'Annie Besant. Ensuite, elle a cheminé toute seule à un moment donné, mais notamment, elle était secrétaire, inspecteur général des écoles italiennes à la montée du fascisme en Italie. Elle a préféré fuir l'Italie, dans un premier temps l'Espagne et l'Angleterre, et ensuite, tout naturellement, ce que peu de gens savent, elle a passé la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale à Adyar, au sein de la Société théosophique, en Inde, où elle a pu transmettre sa méthode auprès des instituteurs théosophes, donc des instituteurs des écoles théosophiques qui avaient été créées sur Madras et dans toute l'Inde. Alors pourquoi quand on parle de Annie Besant, quand on parle d'une manière générale de la société théosophique, le droit humain en France semble passer sous silence le rôle de la société théosophique dans les mouvements d'émancipation féministe? Oui, je crois que je pense que c'est une partie de l'histoire du droit humain que d'intégrer la dimension d'Annie Besant. Si on prend l'histoire du droit humain, Annie Besant s'entendait parfaitement bien avec Georges Martin, qui a été le fondateur du droit humain. Georges Martin était un radical socialiste, athée, libre penseur. Annie Besant était libre penseuse à un moment donné dans ses débuts en Angleterre, mais malgré la démarche spirituelle singulière, particulière d'Annie Besant, Georges Martin reconnaissait en Annie Besant la militante socialiste, la militante des droits de l'homme, et donc il y avait des points de convergence qui étaient évidents. Il a toujours laissé une autonomie à Annie Besant dans le choix de cette maçonnerie singulière dans le Commonwealth. Alors on n'a pas beaucoup parlé de maçonnerie, mais justement, si on aborde le problème de Jinara Jadasa, franc-maçon, en quoi, quelque part, peut-il intéresser aujourd'hui les francs-maçons en général en France, et plus particulièrement les francs-maçons du Grand Orient? Alors, Jinara Jadasa était franc-maçon, initié en 1908 dans une loge aux États-Unis, près de Cleveland. Il sera 33e degré du rite écossais, ainsi accepté en 1940.
Il sera aussi un maçon égyptien, puisqu'il a reçu en Italie le 95e degré de Memphis. C'est une maçonnerie singulière qui est développée dans les loges anglaises, dans les loges anglo-saxonnes anglaises, une maçonnerie très spiritualiste, où par exemple, à la différence de la maçonnerie occidentale, les officiers de la loge par exemple représentent un plan de conscience. La loge devient une sorte de grand tétanor d'énergie. Chaque maçon est une sorte de pierre de soi conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, un plan de conscience? Dans la société théosophique, on pense que l'homme est constitué de différents corps, du plus dense qui est le corps physique, avec un corps éthérique, un corps astral qu'on pourrait rapprocher de la psychologie, le plan mental, rationnel. Mais la théosophie considère qu'au-dessus de ces corps plans, il y a aussi d'autres plans beaucoup plus subtils, comme le plan causal qui est celui de l'intuition, et vers laquelle la nouvelle humanité doit s'éveiller, doit cheminer aujourd'hui. Donc on va sur des corps de plus en plus subtils, des plans de conscience subtils, pour arriver à une sorte de monade, comme l'appelait Platon, une sorte de soi qui nous relie au soi universel. Car la notion de Dieu, telle qu'on la connaît en Occident, au sein des religions révélées, n'existe pas en théosophie. Alors, bouddhiste, théosophe, franc-maçon, quel pourcentage dans la vie de ce personnage? Alors je pense que les trois se confondent dès le jeune âge, puisqu'il est de culture singalaise, au Sri Lanka, donc profondément bouddhiste. Il est très imprégné aussi de sa tradition bouddhiste, comme l'est d'ailleurs la société théosophique. On n'a pas parlé des maîtres de sagesse, mais les maîtres de sagesse sont bouddhistes dans les écrits des théosophes. Elena Blavatsky et le colonel Olcott prendront le pencil, deviendront bouddhistes dès leur première arrivée au Sri Lanka. Il y a des liens très forts entre le bouddhisme et la théosophie. En 2011, d'ailleurs, le Dalai Lama est devenu membre honoraire de la Société théosophique. J'ai pu rencontrer l'ancien Premier ministre du Dalai Lama, Samdok Rinpoche, qui est membre aussi de la Société théosophique. Il y a des liens très forts, notamment Evan Svens, qui a traduit le Bardo Thodol, était aussi théosophe. Dernière question sur les maîtres de sagesse. Est-ce que Elena Blavatsky était vraiment inspirée, ou est-ce que, comme certains procès l'ont laissé sous-entendre, c'est elle-même qui aurait écrit les écrits des maîtres de sagesse? Alors, il y a des liens très forts, notamment avec ce bouddhisme mahayana, le bouddhisme du Nord et du Tibet. On pense que ces maîtres de sagesse appartenaient à une école ésotérique qui est proche du Panchen Lama. En fait, on sait que dans la tradition bouddhiste, on a le Dalai Lama qui est plutôt la personne qui va ouvrir sur l'extérieur, le Panchen Lama qui est le gardien de la tradition. On sera amené à penser qu'effectivement, il existait des écoles ésotériques autour du Panchen Lama, et que c'est avec notamment ces maîtres que Blavatsky aurait été en liaison. Alors le procès. Contre, en 1984, il y a eu un article important fait par la Société de recherche psychique, où justement ils infirment, et c'est très peu paru dans les écrits, ils infirment la commission d'enquête de 1800 et quelques. Donc ils infirment la falsification. Oui, ils infirment la falsification en disant que ça n'a pas été un procès juste, et qu'on n'a pas mis en interaction tous les éléments qu'on devait mettre pour accuser Blavatsky là-dessus. Il y a même un article qui a été écrit qui s'appelle « J'accuse », qui a été fait justement par un membre de la Société d'études psychiques de Londres, qui est d'ailleurs un spécialiste de la monnaie, des papiers... Et de la graphologie. Et de la graphologie, justement, qui infirme tout ça. C'était Gina Rajadaza, bouddhiste, théosophe et franc-maçon, par Jean Yosia, aux éditions maçonniques de France.